à la monarchie présidentielle. Est-ce que vous comptez réduire les pouvoirs du président pour mettre plus de démocratie dans le système ? Alors, je n'ai pas la même vision que Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas vous mentir, mais le sujet de la démocratie et de la vitalité de notre démocratie dans le système, il est important et il l'a bien posé. Je ne suis pas pour modifier notre Constitution en réduisant des pouvoirs du président de la République, mais je veux prendre quelques engagements sur ce sujet clair. D'abord, je veux qu'on ait plus de représentation de la population dans notre Parlement. C'est pour ça que d'abord, moi j'ai pris un engagement de présenter des candidats ça sera paritaire, il y aura autant de femmes que d'hommes candidats, il y aura un renouvellement d'au moins la moitié, et ils seront tous honnêtes, puisqu'il n'y aura pas de casier judiciaire B2. Et derrière, je veux qu'on puisse modifier la loi pour réduire le nombre de parlementaires et mettre de la proportionnelle, ce qui est donner plus de vitalité démocratique, pour puisque que tous les Français se sentent représentés. Et tous les courants politiques, y compris Absolument. ceux que je ne partage pas, mais qui soient plus présents à l'Assemblée. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est que je souhaite qu'on travaille beaucoup plus avec le Parlement et qu'il contrôle davantage le travail du gouvernement, ce qui va dans le sens de Céline. C'est-à-dire qu'on ait plus de commissions d'enquête, un Parlement qui, en s'appuyant sur les travaux de la Cour des comptes, contrôle beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui le travail du gouvernement. C'est un rééquilibrage que je veux faire. Mais puisque je vous coupe... Mais par contre, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas pour mettre en place une constituante, changer notre constitution dès le début et réduire les pouvoirs du président de la République. Je pense que, d'abord, il y a un contrôle qui est fait tous les 5 ans. La clé, c'est de pouvoir, dans l'exercice justement du mandat, avoir un Parlement qui contrôle plus et avoir un Parlement qui représente mieux la société. Je vais même un peu plus loin, parce que dans le renouvellement total du système et dans la modernité, on pourrait voir, comme d'autres démocraties européennes, finalement un jour, plus de président, une démocratie parlementaire plus apaisée, plus de compromis. C'est un peu ce que vous souhaitez. Est-ce que le président de la 5e n'empêche pas cette culture du compromis ? Il y a toujours une clé de voûte, un système. Il y a les régimes des démocraties parlementaires, elles ont des monarchies bien souvent qui vont avec. La France n'a plus de monarchie depuis 1789. Mais certains disent qu'elle est républicaine avec ce président qui a tous les pouvoirs. Il y a eu beaucoup d'excès. Il y a un président qui est à la fois, qui est donc en effet chef d'État et qui a ce rôle de clé de voûte. Il ne faut pas le surreprésenter. Il a un rôle qui est important, il a beaucoup de responsabilités. Il a en même temps le devoir d'exercer différemment les choses. Et par rapport à ça, si je reviens sur les 15 dernières années, moi je l'ai dit, je serai un président engagé sur des sujets, des terrains d'action, mes priorités, mais un président qui souhaite que le gouvernement gouverne. Et donc, je ne ferai pas ce qui a été un changement dans la pratique constitutionnelle. Je ne veux pas être un président qui sera tous les jours avec vous. Qui s'occupe de tout, qui parle aux journalistes. Et qui fait le travail de tous les ministres. D'accord. Le rôle du président, c'est de définir un cap, de donner un sens, de porter la parole de la France en Europe à l'étranger, d'avoir quelques sujets d'engagement et de nommer un Premier ministre et un gouvernement qui gouverne pleinement. Une question de Cyril, très claire. Si vous êtes élu, quelle est la première chose que vous diriez à Trump ? Il vous fout pas un peu la chocotte ? Non. Franchement... C'est Cyril qui parle. Oui. Non, mais il ne me fout pas un peu la chocotte. Je pense que il est élu par son peuple, et donc il sera un interlocuteur. La première chose que je lui dirai, quand je le croiserai dans un des premiers sommets, c'est de tout faire pour inscrire nos deux pays dans la collaboration qui est la leur depuis plusieurs siècles, mais surtout dans les dernières décennies. Je lui dirai, j'ai besoin qu'on travaille ensemble sur les sujets de sécurité, de lutte contre le terrorisme, parce que nous avons un intérêt commun. D'accord. Une question d'Ivano rapidement. Avez-vous conscience que beaucoup de gens vont voter pour vous, non pas pour votre programme, mais pour faire barrage à Marine Le Pen ? Pourquoi pas amender votre projet, par exemple, discuter la réforme du travail et non pas la faire passer par ordonnance ? Parce que ce serait malhonnête à l'égard de ceux qui ont voté pour moi et les 24% qui m'ont mis en tête au premier tour. C'est la règle d'une élection. Le deuxième tour, on se reporte vers le candidat qui est le plus proche. Et quand il y a 11 candidats, par définition, beaucoup de gens ne le retrouvent pas. Justement, si je puis dire, le projet pour lequel ils étaient. Moi, je sais les différences que nous avons les uns avec les autres. Donc, vous comprenez la difficulté de beaucoup à voter pour vous. Mais bien sûr. Vous comprenez. Donc, je dis, voter pour moi n'est pas un chèque en blanc. Je l'intègre totalement. Mais j'ai besoin de ce vote d'abord pour pousser le plus loin possible le Front National, pour refonder notre vie politique sur des bases claires. Et vous avez à vous positionner pour ce deuxième tour sur une base claire. C'est la démocratie. Est-ce que vous voulez l'offre du Front National ou est-ce que vous voulez celle que je porte ? C'est tout. Après, je n'amenderai pas mon programme pour cela, parce que c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis des Français, et ce serait trahir le vote du premier tour pour un quart d'entre eux. Mais je ne considérerai pas que
la majorité qu'on me donne vaut chèque en blanc. Deux dernières petites questions. Question de Claude. Je vous ai vu hier soir à la tribune encore crier. Est-ce que vous trouvez que ça fait pas très solennel ? Écoutez, il y a des moments, vous pouvez me voir parfois crier, d'autres fois ne pas crier. Ce soir, je n'ai pas crié. La campagne est faite de moments qui sont différents, de moments d'émotion et de paroles. Et il faut pas faire semblant avec les Françaises et les Français. Je n'ai jamais fait semblant. Et donc, vous m'avez vu crier parce qu'il y avait un moment fort de la campagne, d'emportement. Après un après-midi très fort. Oui, et puis parce que je parlais d'un sujet qui était très fort sur les terres de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale à Arras, en évoquant notre passé, avec beaucoup d'indignation que je vivais et ressentais, donc je l'ai exprimé. Ensuite, il y a des moments plus statutaires que je porte avec la même sincérité, mais une autre solennité. Ce soir, nous avons eu un débat très calme sur le projet que je porte, le programme, avec beaucoup de tranquillité. Voilà, mais il ne faut pas toujours avoir le même ton et il ne faut pas mentir aux gens. On a peut-être le temps d'une dernière petite question qui revient très souvent. 84 milliards d'euros disparaissent chaque année dans les paradis fiscaux, les magouilles des plus fortunés, dit Manu. Que fait la justice ? Que feriez-vous pour fermer ce robinet qui nous prive d'argent et qui nous prive de rembourser la dette ? C'est une vraie injustice. Ça revient très souvent. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Ça va jamais assez vite. Ouais. Je tiens à le dire. J'ai parfois critiqué le gouvernement actuel quand ça n'allait pas assez loin. Mais sur ce sujet, beaucoup de choses ont été faites en France et en Europe. On peut aller plus loin ? D'abord, je pense que sur toutes les entreprises, il faut traquer les paradis fiscaux. Ça a été fait pour toutes les entreprises du portefeuille public. Il faut aller au bout de cette logique. En demandant aux entreprises qui bénéficient d'aides de l'État de révéler justement toutes leurs filiales, y compris dans des paradis fiscaux, de leur mettre la pression pour les fermer. La mère des batailles, elle est en Europe et elle est au niveau du G20. En Europe, beaucoup de choses ont été faites pour réduire le secret bancaire et les stratégies d'optimisation. Dans la feuille de route qui sera la mienne pour l'Europe, il y aura une décision dès le début qui permet de réduire justement les comportements d'optimisation et qui réduit les écarts, les traités bilatéraux avec des paradis fiscaux qui font qu'aujourd'hui on a des entreprises qui opèrent en France et qui par des montages fiscaux payent très peu d'impôts en Europe et ensuite envoient vers un paradis fiscal. Donc ça sera ça le premier boulot du président. C'est une bataille essentielle à la fois, comme le dit votre internaute, pour ramener de l'argent en France mais comme dans les autres pays européens, pour recréer de la justice parce que la PME qui se bat contre cette multinationale, elle paie l'impôt et derrière parce que c'est un élément de dignité morale. Et de cohésion. Non mais quand je dis dignité morale, moi je crois à la France dans le monde, à la France dans l'Europe, parce que c'est notre destin et c'est ce qui nous rend plus forts et nous sommes dans. Mais si je ne sais pas expliquer aux gens que quand il y a des aberrations, on sait y répondre, ça m'affaiblit beaucoup. On l'a vu ces dernières heures. Il y a des situations qui paraissent totalement absurdes et qui empêchent justement cette cohésion sociale. Il y a des réponses difficiles, adultes, possibles. Je les ai défendus encore hier à Whirlpool. Il faut les expliquer, il faut les assumer, mais il faut parfois prendre justement ses responsabilités. Et en matière de lutte contre la fraude fiscale, il y a des décisions en France qui seront prises et en Europe pour réduire ces comportements-là parce qu'ils sont devenus absolument intolérables. Il y aura évidemment encore beaucoup de questions. Emmanuel Macron, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Facebook Live en direct. Merci à vous. Merci à Renaud Pillay, merci à Emmanuel Macron d'avoir effectivement prolongé cette interview en direct sur la page Facebook de LCI et vous l'avez compris en direct sur notre antenne. Dans un instant, vous retrouvez votre rendez-vous 24 heures en question, Yves Calvi et tous ses invités. Très bonne soirée sur LCI.